Bonsoir à toutes et à tous. Donc on va commencer ce meet-up. Déjà un grand merci à Entico de sponsoriser cet événement. Sans eux, rien n'aurait été possible. Merci également à Kestra de s'être déplacé pour cet événement. Deux, trois petites infos des meet-up. Déjà, si vous ne nous connaissez pas, ça fait 7 ans qu'on existe. On organise des événements autour de la data sur la métropole lilloise depuis tous les mois, globalement. On va aller par télé de data engineering jusqu'à de la data viz, en passant par de l'IA, du machine learning, bref, tous les sujets qui touchent de près ou de loin à la data. Donc si vous avez envie de parler, de sponsoriser, etc., n'hésitez pas à nous contacter. On est toujours ouvert pour discuter des différents sujets possibles. Petite actu, ça peut en intéresser certains. On est en train de monter un peu un réseau de meet-up data IA en France. Et donc, si jamais vous avez envie de suivre un meet-up, je sais pas, à Dijon ou à Lyon, parce que vous êtes en vacances et que ça vous manque terriblement les meet-up, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des filiales dans d'autres régions, n'hésitez pas aussi à nous contacter. On peut vous mettre en relation avec les bonnes personnes et vous faciliter votre communication, rencontrer d'autres personnes, etc. Et deuxième actu sur les meet-up. Donc, on est le 26 septembre, meet-up Entico. On va avoir 2 meet-up qui vont être organisés. Un le 7 novembre sur les LLM. Il reste encore à confirmer, mais c'est sûr à 90%. Un le 5 décembre aussi sur les LLM, toujours sur la métropole lilloise. Donc n'hésitez pas à nous suivre si vous voulez suivre ces différents meet-up. Et enfin, en mars 2025, on a un projet qui nous tient à cœur depuis quelques années maintenant, où on est en train d'organiser un événement sur une journée cette fois-ci. Donc un peu style format DevFest, pour ceux qui connaissent. Mais sauf que nous, notre petite frustration du DevFest, on a adoré, mais ça manquait de data et d'IA, on en voulait plus. Donc on s'est dit, on va organiser un événement sur le thème de la data sur une journée. Donc on a justement le DevFest qui nous aide à organiser cet événement et qui nous conseille là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas pareil à suivre nos actualités. Si vous êtes intéressé par ce type d'événement, on est encore dans la phase de construction. On va lancer le call for paper d'ici un mois et demi, je pense. Et la recherche des sponsors, on va l'attaquer prochainement. Voilà, c'est tout pour les actualités. Je vous souhaite un bon meet-up. Bien nombreux. Merci à tous de vous être déplacés pour ce meet-up un peu spécial où on reçoit Kestra et on fait un retour d'expérience sur un cas d'usage qu'on a mis en œuvre chez Entico. Mais avant ça, on va vous présenter un petit peu Entico. Entico, c'est une ESN qui a été créée en 2010 à Villeneuve-d'Ascq, donc il y a 14 ans maintenant. Et qui présente 3 entités et une marque. Entico Service qui fait du conseil en transformation digitale, de la data et du développement logiciel. Entico Opération qui est là plutôt sur les projets de production, de move to cloud, de sécurité et qui gère les chaînes d'exploitation de nos clients. Entico Logistics, comme son nom l'indique, qui a une expertise plutôt éprouvée sur l'ingénierie logistique et qui permet d'optimiser le picking dans les entrepôts et aussi d'implémenter des nouveaux entrepôts. Et puis une marque, Entico Solutions, qui nous concerne aujourd'hui et qui permet à nos équipes de développer des produits et Entico Solutions de les vendre et de les mettre en valeur. Tout ça, on le fait à Lille, à Massy, à Orléans et à Montpellier. Au total, c'est 150 collaborateurs qui œuvrent tous les jours pour nos clients. 220, un peu plus de 220 clients aujourd'hui pour 20 millions de chiffre d'affaires. On aime bien le dire, Entico, c'est une expérience unique qui est véhiculée par des valeurs qui sont vécues au sein du groupe. C'est une entreprise effectivement à taille humaine, tout le monde se connaît, tout le monde peut parler et tout le monde est accessible. Ce qui est important finalement chez nous, c'est de partager des compétences, des connaissances, alors bien évidemment avec nos clients, mais on est ravis aussi de le faire ici ce soir avec vous et puis au travers d'autres événements ailleurs en France, depuis nos autres agences également. Donc collaboration avec nos clients, avec les associations, le tissu associatif à côté de nos agences, et puis collaboration avec nos partenaires. Et ce soir, on est ravis de mettre en scène un de nos nouveaux partenaires, Kestra,
solution de data orchestration, qui est née dans la région lilloise également, qui a une forte actualité en ce moment puisqu'ils viennent de lever 8 millions de dollars pour accélérer leur développement. Et le développement de quoi ? C'est Benoît qui va nous le présenter juste maintenant. Bonjour à tous, effectivement on est pas mal. Moi je viens de Paris aujourd'hui et à chaque fois que je fais les meet-up à Paris, il y a moins de monde que ça. Là on est 60-70 personnes, donc super cool. Toujours bien accueilli à Lille, ça fait plaisir. Je me présente rapidement, moi c'est Benoît, je suis product et data ingénieur chez Kestra du coup. Je suis data ingénieur de base, je plutôt un profil technique. Je travaille dans des entreprises comme Maison du Monde, Olympique de Marseille ou encore Deezer. Et je me souviens toujours quand j'étais à mon bureau chez Maison du Monde, petite phase d'histoire avant de parler de Kestra et de dérouler les slides, mais je me souviens toujours quand j'étais chez Maison du Monde, il devait être 18h, 18h15, fin de journée, j'allais partir. Et là d'un coup il y a Émilie, Clémentine je me souviens plus, Émilie qui venait du CRM, qui vient au bureau un peu paniquée et qui me dit ah Benoît, j'ai besoin de récupérer des emails depuis un SFTP, il y avait un partenaire qui leur envoyait des emails pour faire une campagne marketing ce soir maintenant. Et moi je savais que c'est des choses qu'on avait déjà faites dans l'équipe. On avait une stack sur Airflow avec du GCP, des scripts Python un peu à gauche à droite, une stack assez basique, c'était j'ai mis 2019, il y a 5-6 ans. Et donc je dis ok, pas de souci, on l'a déjà fait, moi j'avais jamais fait, mais je sais que certains collègues l'avaient déjà fait. On a déjà automatisé ça, donc je vais pouvoir le faire. Alors on retourne dans son bureau. Et donc je commence à me mettre dans le code, etc. Je vois qu'on avait déjà effectivement des tâches sur Airflow qu'il faisait. Et par contre, je vois que les dernières ingestions, elles étaient un peu rouges. Je comprenais pas trop comment c'était passé. Je regarde un peu dans le code, et là, je vois ce genre de code-là, un peu compliqué. En tout cas, pour moi, à l'époque, qui était junior, c'était compliqué. Même maintenant, si je devais vous le lire, là, je pense que je galérerais un peu. Et donc, je commence à mettre dans le code, etc. J'essaie des choses, ça bug. Il y avait des bugs un peu à gauche à droite, et il y avait personne pour m'aider en plus. Et donc, 20 minutes, 30 minutes passent, et donc là, je me dis, bon, j'ai envie de finir ma journée, et puis Clémentine, elle attend ses emails. Donc en fait, ce que j'ai fait, peut-être que tout le monde l'a déjà fait, j'ai pris des craies dans le shawl que j'avais. Je me suis connecté à SFTP directement en terminal, j'ai pris les données, je les ai envoyées à Clémentine, et super. Elle était contente, moi j'ai pu finir ma journée. Le problème, c'est que j'ai pas utilisé tout ce qu'on avait déjà automatisé, et j'ai pas réglé le problème de mon Airflow qui buguait, mes scripts qui étaient compliqués, etc. Et ça, c'est pas la seule histoire que je pourrais vous raconter, j'en ai plein comme ça des histoires, ça fait 5-6 ans que je travaille dans la data, et ça je l'ai vécu dans d'autres entreprises, dans d'autres contextes, etc. Toujours ce problème on n'a pas de plateforme, c'est pas explicite, j'ai du mal à comprendre le contexte quand je change de projet, parce qu'en plus, je sais pas, il doit y avoir pas mal de data ingénieurs, data people dans la salle ici, et on a toujours des réunions, d'autres sujets, des problèmes avec l'IT, des bases de données, etc. Enfin voilà, on fait plein de choses dans la data, c'est super cool, mais c'est aussi assez fatigant. Et tout ça pour dire que on n'a pas de plateforme, de choses vraiment déjà faites, déjà prêts à être opérées pour automatiser nos flux, etc. Et c'est là où arrive Kestra. Donc Kestra, c'est quoi ? C'est une plateforme d'orchestration déclarative. J'aime bien le mot plateforme, alors des fois c'est un peu abstrait, et j'aime bien le mettre en comparaison avec les frameworks. Souvent un framework, ça permet de construire sa plateforme. Alors, on peut faire ce qu'on veut avec, c'est super bien, mais par contre ça demande beaucoup de maintenance, des installations de dépendances, voilà, c'est une librairie à installer, il faut la gérer en tant qu'ingénieur. Là où une plateforme, ça vous permet vraiment de tout de suite opérer, et d'automatiser vos tâches, de faire de l'analytics. Donc typiquement avec Kestra, ce que vous pouvez faire, c'est faire de l'ingestion de données, de l'ETL, de l'ELT, donc extraire des données, transformer des données, les charger dans des bases de données, ça avec n'importe quelle technologie. Donc Kestra, vous avez à peu près de plus de 400 plugins, 500 plugins même peut-être maintenant. Vous pouvez lancer des scripts Python, ingérer des données dans GCP, lancer des scripts Airbyte, lancer des jobs Databricks, selon la stack que vous utilisez, avec Kestra, vous pouvez tout orchestrer. Et un des gros points différenciants de Kestra, les 4 gros points en tout cas, celui moi qui tient le plus à cœur, notamment avec les expériences que j'ai vécues auparavant, c'est vraiment l'aspect déclaratif. Avec Kestra, quand vous déclarez un workflow, vous allez le déclarer en YAML. Donc ça vous permet deux choses, c'est déjà d'être beaucoup plus rapide à écrire le code. Vous n'avez pas besoin d'avoir de super compétences dans un langage de programmation. Faire de l'orchestration au final c'est assez simple, c'est des branching, c'est des if, des else, des boucles. Il n'y a pas de complexité inhérente à faire ça. Donc avoir un langage déclaratif pour le faire, ça vous permet de concentrer vraiment votre valeur sur plutôt le business, ou en tout cas justement les scripts qui sont plutôt liés à vos enjeux métiers. Plutôt. Ça c'est une grosse valeur de Kestra, et une des conséquences de cet aspect déclaratif YAML, c'est que au-delà de la facilité d'écriture et la réduction de complexité, ça permet aussi d'être beaucoup plus facile à maintenir. Typiquement, voir un flux, si vous testez Kestra, je vous invite à le tester demain si vous avez un peu de temps, ça prend 2 minutes à installer.
Et lancer un premier flux, je pense qu'en 3-4 minutes, ça se fait assez facilement. Il y a plein d'exemples, il y a plein de documentation. Et en fait, vous allez voir que c'est ultra facile à lire et ultra facile à comprendre, et du coup à maintenir aussi dans le temps. Là où des bases de données, des code bases un peu complexes, en tout cas d'expérience, je sais que ça peut être compliqué au bout de 1 an, 2 ans dans des équipes de 10, 15, 20 ou même plus d'ingénieurs. Une des grosses hautes valeurs de Kestra, c'est l'aspect tout depuis l'UI, tout depuis le code. Des fois, souvent, c'est aussi pareil des valeurs qu'on oppose. Souvent, on a des personnes qui préfèrent du clic-bouton ou qui ne savent pas coder, qui ont besoin d'avoir des interfaces graphiques. En Kestra, vous pouvez tout à fait faire ça. Vous pouvez designer, monitorer ou exécuter vos flows depuis une interface graphique. Et c'est super, même moi qui suis plutôt un techos à la base, j'utilise quand même l'interface graphique au quotidien parce que c'est ultra pratique. Vous le verrez tout à l'heure quand je ferai une démonstration. C'est super intuitif. Mais à côté de ça, des fois, on a envie de aussi scaler un peu nos practices. Typiquement avec Kestra, vous pouvez tout déployer avec des GitHub Actions, avec de la CI/CD, avec même du Terraform. Ça, c'est une super intégration qu'on a avec Terraform. Et vous pouvez tout faire as code, tout depuis l'interface graphique. Et ça, on essaie de lier les deux, en tout cas dans Kestra, et c'est assez puissant. Et le fond derrière tout ça, c'est que Kestra, au final, c'est plus qu'une plateforme d'orchestration, c'est aussi une API derrière. Et c'est pour ça qu'on peut tout faire depuis l'interface graphique ou tout depuis du code. C'est juste une API, donc vous pouvez tout faire. Tout ce que je ferai tout à l'heure dans la démonstration, vous verrez, on peut le faire aussi avec un call API. Et c'est assez puissant aussi quand on est développeur. Là, il y a un mot-clé, je l'aime bien, c'est event driven. C'est typiquement tout à l'heure, je vous montrais mon cas du SFTP. J'ai quelqu'un qui arrive, qui me demande quelque chose. Et alors peut-être que je l'avais déjà automatisé, dans mon cas ça fonctionnait pas, c'est pas grave. Mais je vais devoir lancer quelque chose à la main, ou en tout cas c'est encore assez humain, quoi. On me demande quelque chose et je dois opérer quelque chose, appuyer sur un bouton. C'est bien, mais on peut aller plus loin. Et ça là, le mot en tout cas event driven, ce que ça veut dire, c'est que ce que j'aurais pu faire là dans mon exemple du SFTP, c'est dès que le fichier arrive, ça va déclencher mon flux automatiquement. J'ai pas besoin d'avoir un schedule qui dit toutes les 5 minutes, ça va regarder sur les SFTP et ça va essayer d'envoyer les données, etc. Là, je peux juste dire, je déclare ma connexion SFTP, je déclare quel fichier je veux regarder, et automatiquement, Kestra, il va déclencher le workflow associé. Donc ça, c'est très très puissant. Ça marche sur des bases de données, des SFTP, etc. Et ça marche aussi sur des systèmes de queue, donc du Kafka, du RabbitMQ, ce genre de choses-là. On pourra le regarder aussi après. Donc voilà, avec Kestra, vous pouvez faire à la fois du scheduling basique, mais aussi des choses plus puissantes en event-driven. Autre chose, que je parle de YAML, c'est bien, mais souvent, on a quand même besoin de faire des scripts à un moment. On a toujours une dépendance, et surtout notamment les dépendances plutôt business, il y a toujours du SQL à orchestrer, du Python à lancer, etc. Ça, avec Kestra, vous pouvez aussi le faire, parce que c'est vraiment le langage agnostique. Donc vous pouvez lancer des scripts Python, du SQL, ce que vous voulez. En fait, derrière, vous pouvez lancer n'importe quel conteneur Docker au final. Moi, on a un grand client espagnol qui fait ça, qui avait une vieille stack avec du C#. Donc toute la logique business était dans du C#. Et quand ils sont arrivés à Kestra, ils se sont dit, mais est-ce qu'on va devoir tout réécrire en YAML ou avec un langage propriétaire, etc. On leur dit, non, vous gardez votre logique métier en C#, parce que ça peut prendre du temps à migrer, etc. Et ça fonctionnait, donc pourquoi changer? Et on leur a dit, mais en fait, ils avaient déjà un peu conteneurisé leur C#, donc c'était super, et on leur a dit, bah non, lancez vos conteneurs C# avec Kestra, et vous pouvez mieux les orchestrer, avoir une plus grosse visualisation de tous vos flux. Et ils étaient super contents, et au final, après, leur C#, ils pourront le décommissionner ou pas, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, ils étaient super contents, tout ça pour dire que Kestra, voilà, c'est le langage agnostique, vous pouvez orchestrer ce que vous voulez comme type de code. Hop. Kestra, c'est aussi un projet open source. Comme le disait Alexandre avant, on vient de lever 8 millions là, en début de semaine, c'est un peu la grosse actualité. On a beaucoup de clients à travers le monde, voilà, plusieurs milliers d'utilisateurs. Moi j'aime bien, ici je suis à Lille, donc à chaque fois que je parle de Leroy Merlin, c'est pas forcément original pour ceux qui connaissent déjà un peu Kestra. Mais Leroy Merlin, c'est notre client historique avec plus de 5 millions d'exécutions par mois et 200 utilisateurs. Donc ça va être à la fois des data ingénieurs, à la fois des data analystes et voilà, des gens dans la data. Et ils sont ultra contents de la solution. Quand je vois ce qu'ils font, c'est assez puissant. Voilà, je parlais de Terraform tout à l'heure. Ils ont une super intégration avec Kestra et Terraform qui leur permettent de scaler de façon très puissante leur code base. Et voilà, plein de clients à l'étranger aussi, des plus petits, des plus gros. Et à côté de ça, un projet open source. Donc je vous invite, si vous avez un peu de temps demain matin, mettre des stars sur GitHub, ça nous donne beaucoup de force. Là, on a passé les 8000 ce matin, on est super contents. Et pareil, si vous avez des questions, si vous voulez tester Kestra, on répond super vite sur notre Slack. Donc pareil, je vous invite à vous installer Kestra, vous venez sur Slack, vous nous posez des questions, juste du feedback aussi, c'est super important pour nous. Donc hésitez vraiment pas. Et derrière, on a la chance aussi d'être accompagné par des boîtes d'investissement, notamment Alven qui nous a accompagnés là sur la dernière levée. Et on a aussi la confiance de certains leaders dans la tech, notamment le CEO de DBT, de Datadog, de Airbyte et plein d'autres qui investissent aussi à côté de nous dans le projet. C'est aussi démarrer la data et premier outil qu'on m'a mis entre les mains, on m'a dit bah voilà, tu vas faire des flux sur Kestra. Donc on va raconter un petit peu l'histoire de ces premiers flux. Donc premièrement les enjeux, donc le projet, un retour d'expérience.
dans tout ce que Benoît vous a présenté, qu'est-ce que nous on a utilisé comme brique de l'outil. Des petits bonus pour aller plus loin et une conclusion. Donc, premièrement, le projet. Donc, notre projet, qu'est-ce que c'était? Donc, c'est un projet qui s'appelle Loxia. Le but, c'était générer des informations open data sur le territoire. Donc, quand on parle d'open data sur le territoire, un exemple que vous avez dû voir passer dans la presse sur ces dernières années, les informations, elles sont réparties un peu partout. Donc, premièrement, il faut les collecter, puis les traiter, puis les agréger chez nous. Donc, c'est là où quel outil on va utiliser pour tout ça. Du coup, nos enjeux, donc ces données, il faut aller les chercher, elles sont sur des sources très différentes, elles sont de types très différentes. Il y en a beaucoup, on parle de la France complète, et comme dans tous les projets, il ne faut pas que ça coûte trop cher. Donc, sources différentes, vous avez plein d'acteurs du marché de la data sur le territoire, donc il faut pouvoir interroger toutes ces sources efficacement. Données hétérogènes, on va parler d'images, on va parler de données tabulaires classiques, on va parler de géométrie. Je vais vous présenter un petit peu plus en détail à l'échelle de la France. Du coup, un premier type de données, voilà, des images. Pour vous donner une idée, qu'est-ce que ça représente? Ça représente à peu près plus de 3 Tera de fichiers d'images. Donc il faut être capable de... Il nous faut outils infra et process complet capable de traiter cette volumétrie. Donc d'aller la chercher, de la stocker et de l'utiliser après correctement. Donc voilà, des petites données à peu près 20 gigas par département. Des données un petit peu plus tabulaires, donc des données sur les bâtiments. Donc là vous avez 3 gros acteurs de fournisseurs d'open data sur le territoire. Donc on va retrouver ici des adresses du cadastre, on va retrouver des végétations, on va retrouver les bâtiments, et il en existe plein d'autres comme des données sur la météo, sur les sols, les risques, etc. Donc nous, le but c'est de collecter tout ça et après de les utiliser. Donc ici, données tabulaires, c'est principalement ce que vous avez tous déjà vu dans vos bases de données, des chiffres, des strings, ainsi de suite. Par contre, un type de données un peu plus particulier propre à l'habitat, donc fourni par le cadastre, ça va être les géométries de parcelles, de villes, de régions, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça va être? Là on a une petite parcelle, donc on voit par exemple un bâtiment, une petite cabane et le jardin autour. Donc imagine une maison avec son petit jardin, et la parcelle, on va avoir les points comme ça qui nous permettent de définir la parcelle. Donc les points qui font le polygone de la parcelle. Ça représente un gros enjeu du projet parce que c'est très volumineux. Il faut imaginer qu'on a les géométries de parcelles de toute la France. On a les géométries de parcelles de toute la France. Qu'est-ce qu'on veut faire de tout ça? Toutes ces données, j'ai dit les collecter. Ensuite, on veut pouvoir les utiliser et surtout les agréger. Pourquoi? Un exemple, des images satellites découpées à la géométrie de parcelle que vous avez vu juste avant. Donc là, on a 2 données de sources complètement différentes qu'on a agrégées, du moins collées ensemble. Et donc ça, on aimerait le faire sur tous les types de données qui viennent de toutes les sources différentes. Donc, par exemple, je veux sélectionner une adresse et je veux pouvoir retrouver... notre but à terme, c'est je tape mon adresse et je veux pouvoir retrouver tout ce qu'il y a chez nous, donc toutes les données qui sont venues de toutes ces sources différentes. Donc, mon adresse ici, j'ai des données de parcelles, j'ai des données d'images, j'aimerais avoir la météo sur les 5 dernières années, j'aimerais avoir le type de pierre qui a construit sur le bâtiment, j'aimerais avoir est-ce qu'il y a une piscine ou pas. Donc ça, c'est toutes ces données qui viennent de sources différentes qu'on est capable d'agréger. Vous imaginez bien que tout ça, ça fait beaucoup de données, beaucoup de navigation et donc beaucoup de calculs. Donc quelques chiffres en France, voilà, vous voyez le nombre d'adresses, le nombre de parcelles, donc c'est colossal, ça représente à peu près la surface de la France. Donc du coup, tout ça stocké en géométrie, c'est très très lourd, il faut arriver à traiter tout ça. Voilà, quelques petits chiffres, les Français se tiennent au chaud. Comment du coup on est arrivé à tout ça?
le choix de l'outil. Donc, qu'est-ce qui nous a amené vers Kestra? Donc, premièrement, comme dans tous les projets, le choix de l'outil, il est technique, il est financier et il est aussi politique. Donc il y avait une volonté d'Entico de collaborer avec Kestra et de se lancer sur le marché de cet outil. Deuxièmement, une large gamme de plugins. Donc ce que vous a présenté Benoît, plus de 500 plugins, nous ça nous intéresse parce qu'on a des sources et des cibles très différentes. On a de l'API, on a du fichier, on a des bases de données, on a du bucket, on a plein de choses comme ça. Donc on veut un outil qui soit capable de s'interfacer avec tout ça. Donc là, check. Des besoins un peu hybrides, ETL-ELT. Dans le sens, on va avoir des fichiers à récupérer, des IP traités, donc un outil qui soit capable de faire du calcul et en même temps capable de piloter des grosses requêtes SQL. Bon, le coût difficile de faire moins cher que gratuit. Surtout que, on verra après, mais effectivement, Benoît l'a souligné, un outil comme facile d'accès au début. Donc pas de gros coûts techniques à l'entrée. Et je vous le confirme, étant débutant et débutant dans la data, je vous confirme que le coût d'accès, même pour des débutants, est assez faible. Et ensuite, volumétrie, l'outil a déjà été éprouvé, donc notamment par des clients du pain comme Laurent Merlin, avec plusieurs milliers d'exécutions, et ça marche. Voilà, on a du moment qu'il y a l'infra derrière qui va bien, on sait que c'est capable de gérer beaucoup d'exécutions. Donc du coup, c'est un peu tout ce qu'on a besoin, ça remplit tous nos critères. Du coup, qu'est-ce qu'on a utilisé? Ah oui, pardon. Petit focus. On va avoir pourquoi ETL-ELT. Vu les questions techniques qu'il y a eu tout à l'heure, je pense que ça parle à tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un où cette différence, ça ne parle pas du tout? Il faut que j'explique un petit peu, ou c'est à peu près clair pour tout le monde? Ok, à peu près clair pour tout le monde. Donc comme je vous le disais, on va avoir, nous, besoin de récupérer des fichiers, donc de pouvoir dézipper des fichiers de 5-10 gigas, et pouvoir piloter beaucoup de SQL. Donc un peu ce mélange entre les deux que répond très très bien Kestra. Du coup, qu'est-ce qu'on on a utilisé de l'outil? Donc pas de... Je vais rester très haut niveau, donc c'est plus voilà quels plugins on a utilisé, voilà les limites qu'on a rencontrées. Vous voyez ça plus comme un retour d'expérience, et après si vous avez des questions plus techniques, plus voilà comment on a fait un peu plus poussé, il y a il y a des questions et un moment d'échange, je répondrai avec plaisir à vos questions. Donc, ingestion de données, très simplement, on a des données sources, on va récupérer des fichiers, on va pouvoir les traiter et les mettre quelque part, ou récupérer des JSON et pareil les mettre quelque part. Donc là, il y a un plugin qui permet de faire des requêtes, nous faisons très vite fait, c'est très bien. Petit problème qu'on a rencontré, voilà, très gros fichier dit que parfois il y a des téléchargements longs, il peut y avoir une coupure réseau, il peut y avoir quelque chose, des fois on a eu des problèmes. Du coup, une feature qui nous a beaucoup aidé, c'est donc déjà, on peut gérer des timeouts, mais surtout, par rapport à d'autres outils qu'on a pu avoir, le traitement des erreurs est très simplifié. Il y a juste un mot-clé erreur et hop, on peut mettre son sous-flux qui se déclenche en erreur. Du coup, par exemple, nous, ce qu'on a pu mettre en place, c'est je lance tous mes téléchargements, s'il y en a un qui plante, hop, c'est pas grave, il y a mon petit flux d'erreur qui se déclenche, c'est renseigné quelque part dans une base, et après j'ai toutes mes ressources dans le téléchargement a raté, ou c'est arrêté en cours, ou a été coupé, quoi. Et du coup je peux reprendre ma liste de téléchargement que sur celle qui a raté. Donc ça c'est des features qui nous ont beaucoup aidé, notamment pour pouvoir morceler nos téléchargements et pouvoir reprendre que ce qui avait raté. Parce qu'on a vu les quantités de gigas, surtout pour les images, surtout pour... on ne veut pas tout relancer à chaque fois. On veut pouvoir cibler ce qu'on relance et puis être intelligent sur ça et ne relancer que ce qui est raté. Pareil, vous l'avez vu dans la présentation de Benoît, donc à chaque fois, imaginez que chaque tâche, ça va représenter soit un flux complet, soit un morceau de flux. Donc c'est extrêmement facile de transférer de l'information de tâche en tâche ou de flux en flux. Donc vous aviez vu le output, point, et là, en fait ce qu'on trimballe de tâche en tâche, c'est juste l'adresse du fichier dans le stockage de Kestra. Donc
Donc ce stockage, il est où? Il est donc Kestra, on a parlé, on peut le déployer facilement en local, on peut déporter son stockage, par exemple, sur un bucket. Ce qui fait qu'on peut lui allouer un gros stockage ou un stockage du moins conséquent adapté à vos besoins. Par exemple, nous, ce qu'on a eu besoin. On a eu besoin d'un stockage suffisamment pour télécharger, traiter des IP. Enfin, je vous ai déjà dit. Donc, très facile de passer d'une tâche à l'autre les infos. Donc, ici, les infos, c'est l'adresse du fichier. Et du coup, je peux dire, je télécharge mon fichier, hop, mais il est là, la tâche qui est le traitement, elle prend en entrée le fichier, donc juste l'adresse du fichier, je ne trimballe pas tout le contenu du fichier à chaque fois de tâche en tâche. Donc ça me permet d'avoir des calculs très efficaces. Donc, hop, stockage interne de Kestra, qu'on peut déporter là où on souhaite. Traitement. Sur cette pipeline-là, très peu de traitement. Le traitement numéro 1, ça va être de dézipper, décompresser des fichiers qu'on a téléchargés. Problème, chaque, on va dire, fournisseur de données a un peu son type de compression et c'est pas toujours des trucs standards. Et surtout, dès qu'on a des trucs un peu custom, on est bloqué. On a tous déjà utilisé des outils un peu comme ça, soit no-code, soit low-code, où on se retrouve dans le cas où ah ouais, mais moi j'ai mon fichier ou moi j'ai mon problème, il ne rentre pas exactement dans ce que fait l'outil. Et du coup, là je suis coincé, là ça m'embête. Là non, comme l'a montré en Benoît, c'est très facile d'intégrer du script, du Python, du Bash, du ce que vous voulez. Et c'est très facile d'intégrer à mes scripts la logique, pas la logique du flux, mais les données du flux. Donc par exemple, j'ai un script Python qui peut, je lui donne en entrée, tiens, le fichier il est là, qui vient de la tâche d'avant, et du coup très facile d'intégrer toutes ces parties scripting, soit Bash, Python, ce que vous voulez, à votre flux. Donc ça c'est vraiment, c'est un des trucs qui nous a sorti de pas mal de galères, parce que dès qu'il y a un truc qui n'était pas prévu, pas forcément pris en compte par l'outil, même s'il y a 200 plugins, vous allez forcément à un moment tomber sur, vous avez un besoin particulier qui n'existe pas dans un des plugins. Du coup, c'est pas grave, on peut s'en sortir en faisant du scripting maison. Un autre exemple qu'on a eu, je vous ai montré les géométries. C'est un type de... Donc il y a des plugins SQL pour traiter ce genre de choses. Vous imaginez bien que c'est particulier. Et trouver comme ça des orchestrateurs qui gèrent ce type de fichiers, ça n'existe pas. Donc là c'est pareil, il faut faire du custom, pas de problème. Hop, on peut lancer un conteneur avec toutes les dépendances, tout ce qui va bien pour intégrer nos fichiers. Donc là vraiment, c'est un point qui fait qu'on n'a jamais été bloqué. Le fait que j'ai pas besoin de redévelopper à côté tout un programme. Donc je peux l'intégrer directement et l'enchaîner à ma chaîne sans difficulté. Cible. Mes données, je vais les mettre quelque part. En gros, là, ça s'intègre avec tout. Tout ce que vous avez de base de données, de buckets, vous avez des plugins. Donc là, on s'est retrouvé, on n'a jamais été bloqué sur cette thématique-là. Donc ça, c'est quand même un point très très fort qui nous a facilité la vie. Juste à dire, voilà, hop, vous mettez, vous dites c'est du CSV, vous lui mettez vos crédentials et hop, ça part. Pareil, encore une fois, on transporte juste l'adresse du fichier dans le stockage et il est intégré. Vraiment très facile d'utilisation. Donc là, c'est plus, je vais télécharger du fichier. Notre deuxième grosse source de données, ça va être de l'API. Donc là, je vais venir requêter des API qui vont me récupérer, qui vont me fournir du format JSON. Et là, cette fois, on peut, pareil, juste transporter le JSON de tâche en tâche et l'intégrer. Donc pareil, c'est les mêmes notations, même ces mêmes notations Pebble. Une bonne pratique de flux, code, tout ce que vous voulez, on ne fait jamais tout en un bloc. Sinon ce serait imbuvable. Donc c'est décomposé en briques élémentaires. Donc, pareil,
il y a une fonction très facile à utiliser. On peut faire des flux qui appellent des flux qui appellent des flux, et comme ça décomposer en petites tâches. Ces flux, ils sont tous paramétrables. Ça, qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet, dans le territoire, on va dire, toutes les données du territoire, il y a une partition naturelle qui sont les départements, puis les communes, puis ainsi de suite. Donc ça nous permet d'avoir des flux génériques paramétrés au département, et de pouvoir comme ça, déjà, pas calculer toute la France d'un coup. Alors, on a vu les volumétries, c'est quand même costaud. Ça nous permet de répartir nos calculs, et surtout de relancer, si on le souhaite, qu'un, voire deux, voire 10 départements. Bon, il y a toute la logique d'orchestration standard, des boucles, des if, et notamment, je sais que maintenant il y a mieux, mais ouais, on peut itérer sur des boucles. Donc ça, c'est un des problèmes qu'on a eu, c'est que à chaque fois que vous allez, donc vous avez vu vous avez vu un flux avec les tâches, mais du coup, si j'itère sur une liste qui fait 50 éléments, par exemple une liste de 50 départements, je vais avoir 50 tâches. Le problème qu'on a eu, c'est qu'en dessous des départements, nous on a des communes, et là on se retrouve facilement avec des départements qui ont 1000, 2000 communes. Et vous imaginez 50 départements avec 2000 communes, ça commence à faire des listes, de listes énormes. Et du coup, on se retrouvait avec des flux gigantesques qui lançaient énormément de tâches et qui étaient très très longs. Donc là, nous, solution qu'on a apportée, c'est de morceler nos listes. Et de, tout simplement, de faire des sous-flux qui prennent des listes et du coup qui font des calculs abondants. Alors, notre petit conseil de l'équipe, c'est d'éviter les flux trop longs. Et du coup, problème qui a été remonté à Kestra, et je pense qu'on n'est pas les seuls. Parce qu'on n'est pas les seuls à avoir rencontré ce genre de problème. Et maintenant, ça c'est des flux qui ont plus d'1 an. Maintenant, vous avez des plugins d'itération de liste beaucoup plus performants que ceux qu'il y avait à l'époque. Et du coup, vous avez ce problème de un point positif. Ils écoutent les problèmes de la communauté. Voilà, s'il y a une cinquantaine d'utilisateurs conséquents qui ont des problèmes sur les parcours de liste très gros, voilà, ils ont changé ça. Et donc, un point positif qu'on a aimé, c'est que ils sont, on va dire, à l'écoute. Nous, on s'est senti un petit peu à l'écoute. Bon, même si je pense que c'est pas à cause de nous que vous avez amélioré ça, mais une fois qu'on a ingéré tout ça, là maintenant, il y a 80% de notre projet. C'est quoi? C'est du SQL. Donc c'est agréger toutes ces données, et c'est là où très facile via Kestra. Donc là vous avez un exemple. Bon, je ne vous ai pas mis tout le SQL parce qu'il y en a énormément. Très facile de paramétriser son SQL, de paramétriser ses codes avec pareil ce qui vient des tâches d'avant. Soit des données, soit des inputs, par exemple l'exemple du département. Donc là c'est surtout paramétriser, pouvoir suivre son SQL. Donc ce qu'on a fait, c'est que nos calculs créent des tables temporaires qui sont créées, faites nos calculs, ainsi de suite. Quand un flux plante, hop, on a vu tout à l'heure, on peut gérer des erreurs. Je peux dire, tiens, j'ai telle ressource, le département 59, la commune de Lille, qui a planté à telle étape. Ça, je le log. Et après, quand je fais mes flux, quand je reprends mes données, je sais que je me suis arrêté à telle étape, donc je peux raser la table temporaire de cette étape du calcul et repartir. Donc, on a du coup toute cette suivi du SQL qui paramétrisation, pouvoir suivre sur SQL, pouvoir détecter les erreurs, qui nous est très utile parce que on est sur des calculs à l'échelle de la France qui peuvent prendre un mois au total. Alors pas un seul calcul en une fois, mais morcelé en plusieurs parties. Donc, du coup, le fait de, pour nous, pouvoir le paramétriser au département pour réduire les tailles, et surtout le fait de pouvoir détecter quand ça plante, ça c'est des features qui nous ont pas mal aidé et qu'on a beaucoup utilisé. Une intégration avec Git. Donc, on n'a pas une culture du flux de versionning, de choses comme ça. Là, c'est surtout Git nous sert de source de stockage.
En mode, voilà, tous nos flux, la vérité, notre vérité c'est Git. Donc, nos flux sont stockés sur Git. Et effectivement, il y a des GitHub Actions qui tu peux développer sur ton poste, tu pousses ton flux, et nous on a des GitHub Actions qui déploient sur Kestra. C'est très facile à mettre en place. Il n'y a pas besoin d'avoir déjà un prérequis, d'avoir une grosse CI en place. Ça se fait assez simple. À l'image du YAML, pas besoin d'avoir déjà des gros prérequis côté GitHub Action. Un petit bonus pour aller plus loin. Donc on a notre Kestra ici. Donc sa principale interaction, ça va être avec nos bases de données. Donc il va envoyer du SQL et tous nos calculs d'agrégation de tous nos types de données de source, à part les images, se font là. Du coup, problème, c'est que au moment où je lance des calculs, ben, j'ai besoin de beaucoup de process, donc j'ai besoin de processeurs et j'ai besoin de RAM sur mes bases de données. Mais pour des bases de données Postgre RDS, je ne veux pas les allumer tout le temps. Donc ce qu'on a imaginé, c'est un petit flux qui, quand je lance mon projet, se dit attends, j'ai besoin de qu'est-ce que tu vas lancer? Ok, tu as besoin à peu près de ça, et du coup peut, en lançant du Terraform sur AWS, upsize ou downsize nos machines. On va dire, bah voilà, là on va rafraîchir toute la France, donc ok, là vas-y, je veux beaucoup de RAM, ou au contraire, et une fois que c'est fini, dire bah, c'est bon, j'ai fini, je vais rien lancer avant un petit moment, hop, tu peux réduire notre base juste pour nos besoins d'exposition. Donc ça c'est un use case qu'on a eu aussi. Et pareil, assez facile, on peut lancer plugin Terraform, hop, on peut lancer notre Terraform assez facile. Avec tout ça, du coup, conclusion, donc vous avez on va dire le point de vue d'un dev très junior, enfin maintenant 2 ans, mais qui il y a 2 ans était très junior. Je vous confirme la prise en main très rapide. Ça c'est sûr. Et avec tout ça, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a par exemple une carte de répartition des piscines à l'échelle de la France. On voit que c'est quand même plus populaire dans le sud que dans le nord. C'est pas déconnant. On a une petite application où vous tapez votre adresse et vous avez une partie des données qu'on a agrégées. Donc, par exemple, on voit des données jardin, on voit des données type de mur, on voit des données surface. Si vous scrollez en bas, il y a des données monuments historiques. Est-ce que vous avez des monuments à moins de 520 km, ce genre de choses. Donc, une grosse réussite de ce projet. Et du coup, bah, si je reprends nos enjeux de départ, donc bah, coup, ça ne nous a pas coûté très cher en termes d'outils en termes d'outils. Après, forcément, c'est vous qui décidez l'infra sur lequel vous mettez. Donc ça, c'est, je sépare les coûts d'infra des coûts d'outils. Très facile de prise en main, complètement. On a réussi à traiter des larges volumes de données et avec des sources complètement différentes. Donc un petit peu tous nos enjeux, voilà, ça a rempli. On avait notre liste d'enjeux, on s'est dit, ouais, sur le papier, ça a l'air de marcher. Et bien, pas que sur le papier, ça a marché aussi en fait. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Oui. C'est quoi la culture qui t'a peut-être le plus bluffé dans ton expérience de dev avec Kestra? C'est un moment où tu t'es dit, tiens, il y a quelque chose qui va être compliqué, et en fait tu t'es rendu compte avec Kestra, ça marchait nickel, et ça t'a vraiment simplifié la vie. Donc la feature qui m'a le plus simplifié la vie, moi je dirais les erreurs. Ouais. Je crois que j'ai des mauvais souvenirs de Python, d'exceptions dans tous les sens. Des try-catch partout. Donc gestion des erreurs. Du coup, moi j'ai une petite question là-dessus. Comment se passe la reprise sur erreur dans Kestra? Dans le sens où j'ai un flux, j'ai plusieurs tasks, j'ai une task qui plante. Est-ce que je peux la rejouer? Il faut rejouer tout le flux? Alors là, c'est toi qui décides. Nous, on ne l'a pas utilisé, mais tu peux mettre des retries
en mode tu retry tant de fois ou tu retry pas tant de fois. Nous, c'est plus on l'a utilisé en mode une fois que ça a erreur, hop, tu vas loguer quelque part l'erreur, qu'est-ce qui s'est passé et surtout où tu t'es arrêté pour pouvoir reprendre. Mais oui, il y a des fonctionnalités de tu peux retry les tasks. Oui. Je trouvais ça très cool la gestion de l'infrastructure à la fin. Là, mais du coup, ça marchait comment concrètement? C'était hardcodé, quand je lance ça, je devais faire telle machine, etc. C'était quoi comment t'arrivais quand même à choisir quel. Alors je sais pas exactement où c'était hosté dans AWS, si des VM ou du cube ou quelque chose comme ça. Alors là, la seule chose qu'on changeait, c'est l'instance RDS. Ok. Et du coup, comment c'est choisi? Alors à terme, ce qu'on imaginait, la vision un peu utopiste, c'est en mode quelque chose qui évalue les capacités que je vais avoir, de calcul que je vais avoir besoin. On n'est pas allé jusque là. Pour l'instant, c'est ben voilà, tu as le choix entre 3 types d'instances. Et en entrée de ton flux, tu mets je veux telle instance, telle instance, telle instance. Ok. Ça dépend du flux en plus. Ouais. Bah, c'est en input de ton flux. Oui. Pour le projet SQL, tu as mentionné qu'il y avait pas mal de SQL. Oui. Pas mal, c'est combien du coup? Est-ce que tu as des patterns qui ont facilité l'utilisation de SQL ou tu as vraiment codé toutes tes lignes SQL de ton projet, voilà, les stratégies d'alimentation, insert, update, delete, alors, l'insert, si c'est juste de l'insert brut, donc comme tu as vu dans la démo et comme tu as vite fait pu voir, par exemple, tu as un fichier, tu veux l'insérer colonne pour colonne, bon bah là tu as juste une tâche, tu veux ton fichier, l'insert point. Si tu veux de l'insert un peu plus particulier, oui, c'est pas un mapper. Donc effectivement, là, c'est à toi d'écrire ton SQL. Après, le SQL qu'on a nous, c'est énormément de SQL géométrique. Pour ceux qui connaissent PostGIS, ce genre de SQL. Donc là, effectivement, oui, il est pas lié à Kestra et il n'est pas lié aux données qui arrivent en amont. C'est-à-dire que tu as une phase de collect landing où hop, les données, on les met brutes dans Kestra. Et après, le SQL est complètement décorrélé de Kestra. Il y a juste des inputs en mode département, commune ou des choses comme ça. Et c'est beaucoup d'agrégation et de calcul. Mais oui, du coup, il est écrit à la main. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est Nicolas. Ça vous a pris combien de temps tout ça du coup? Trop longtemps. Un petit peu moins d'un an, à 2. Et pour rafraîchir les données, oui. Comment est-ce que Kestra a des plugins, des fonctionnalités qui permettent justement de gérer ce delta ou parce que je suppose que c'est pas du annulaire en place à chaque fois? Pas à ma connaissance, mais on a nos pipelines à nous qu'on a développés de rafraîchissement. Donc c'est beaucoup d'annulaires. Enfin, c'est toi qui les définis. Mais dans notre cas, c'est beaucoup d'annulaires. Oui, juste une question sur l'utilisation de l'orchestrateur. Est-ce que tu t'en sers plus finalement pour tes cas d'usage comme un déclencheur de pipeline manuel? Par exemple, comme tu as dit, je vais chercher la donnée de toute la France une fois parce que c'est lourd et ça prend du temps. Ou est-ce que vous utilisez aussi le scheduling souvent pour maintenir à jour certaines petites bases? Ou est-ce que vous utilisez de l'on aussi? Comment vous utilisez la plateforme? Alors, on utilise, donc ici c'est lancé en batch, puisque ça se lance pas souvent. Et après, pour d'autres flux internes, on a du schedule. Et pas encore d'event driven, mais ça arrivera peut-être. On n'a juste pas les use cases. Oui. Tu parlais de forme volumétrie, la source, notamment avec les fichiers géométriques. Ça n'a jamais posé de souci lors de la phase d'ingestion de données? Il y a un système ça fonctionne en mode batch ou... Alors ça fonctionne. Donc déjà on a réduit en lançant le département. Et après en fait c'est juste l'infra que tu vas mettre derrière. Effectivement ça demande un peu de RAM, notamment pour des IPC fichiers. Mais non, pour le traitement lui-même des fichiers, on n'a jamais eu de problème. Ça a tenu la charge très très bien. C'est pour le téléchargement où on avait des coupures réseau, des choses comme ça. Mais pour le traitement lui-même, ça s'est bien passé. Ouais, donc la réponse en fait c'est le scaling de l'infra.
Ah bah c'est sûr que oui, forcément. Vas-y, vas-y. Est-ce que vous avez eu besoin ou pas de la version Enterprise pour ce besoin? Alors là, on n'a pas d'aspect d'équipe ou d'aspect de 200 collaborateurs qui doivent accéder à la plateforme. Donc, du coup, pour nos besoins là, à nous, on n'a pas vraiment besoin de l'Enterprise. Juste après, Donc encore merci à Entico, à Kestra et aux différents speakers. Il y a un petit buffet juste à côté auquel vous êtes tous conviés pour continuer à échanger sur la data, Kestra, etc. Merci.